Et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info sur le canal 16, c'est le 8h30 France Info avec ce matin Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférences en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas et bonjour Jean-Philippe de Rosier, Bonjour. constitutionnaliste et professeur de droit public. Si on vous accueille tous les deux aujourd'hui, c'est parce que sur France Info nous nous intéressons à cet anniversaire entre guillemets de la dissolution, c'était il y a presque un an, à quelques jours près, et on va s'y attarder avec vous. Peut-être commençons avec vous, Benjamin Morel. Un an après, où en est-on? Quel bilan vous tirez? Emmanuel Macron parlait d'une respiration démocratique. Est-ce que ça a été une réussite? Alors oui, peut-être une respiration démocratique, mais suivie de 2 ans d'apnée, parce qu'aujourd'hui, on est en effet dans une situation de blocage structurel. On a vu comment est passé le dernier budget, et là, le prochain budget pour 2026 est très, très, très compliqué à faire passer. Il est même assez probable qu'on ait recours soit à des lois spéciales, voire même à des ordonnances. Donc on est aujourd'hui tout de même dans une paralysie. La question c'est, est-ce que cette paralysie, est-ce que cette dissolution, c'est, je dirais, un coup politique qui a créé de l'instabilité, ou est-ce que c'est quelque chose qui, en fait, est plutôt un révélateur? Aujourd'hui, on a au moins une tripartition de la vie politique qui est inscrite vraiment dans la sociologie électorale. Et là-dessus, la dissolution a fait l'objet de révélatrices, même si, évidemment, il n'était peut-être pas très opportun politiquement de lancer un tel facteur d'instabilité dans une situation politique et économique déjà fort instable. Révélateur, diriez-vous aussi, Jean-Philippe de Rosier? La dissolution, je crois que je fais partie des rares qui considèrent qu'elle était inévitable. Parce que au soir du 9 juin, on n'assiste pas à une défaite, on n'assiste pas à une déroute, mais pardonnez-moi l'expression, on assiste à une déculottée à l'endroit du président de la République et de ce qui restait déjà de sa majorité. À partir du moment où le 9 janvier, il avait limogé sa première ministre sans raison aucune, Elisabeth Borne avait fait le job, et il décide, caprice du prince, de la renvoyer. Ouais. 5 mois plus tôt. Eh bien, en réalité, la dissolution était annoncée le 9 janvier. On savait que les européennes n'allaient pas bien se passer, elles se sont particulièrement mal passées, et il fallait une réponse politique. La réponse politique ne pouvait être que la dissolution de l'Assemblée nationale. Elle ne pouvait pas avoir lieu pas plus tard dans le mois de juin, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques et il fallait immédiatement... On ne pouvait pas faire des élections en plein milieu des Jeux Olympiques. Elle ne pouvait pas avoir lieu à la rentrée, parce que ça aurait été beaucoup trop déconnecté de cet événement. Quand on dit respiration, il a même dit clarification, c'était l'objectif. Ça, c'était ce qu'il espérait. Est-ce que le but est atteint? Ça, c'était ce qu'il espérait, et on forçait de constater que non. Pas une clarification au point de revenir aux équilibres d'antan, c'est-à-dire avant ce fameux nouveau monde qui n'est qu'une confortation de cet ancien monde dans le procédé, mais qui est un éclatement de la vie politique du fait de l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Mais une clarification parce que effectivement, on voit que Benjamin Morel parle de tripartition. Moi, je pense qu'il y a plutôt une quadripartition, c'est-à-dire qu'il y a la gauche d'un côté. Vous compliquez encore les choses. Oui, tout à fait. Il y a la gauche d'un côté, dont on peine à identifier les véritables alliances, mais en tout cas dans un processus électoral est en mesure de s'unir. D'ailleurs, le nouveau Front populaire s'est fait à la dernière minute, mais c'est fait. Il y a l'extrême droite de l'autre qui reste seule, et on voit que lorsqu'elle reste seule ainsi, elle est incapable de gouverner et d'atteindre le gouvernement. Ça, c'est un autre élément de clarification aussi. Et puis, il y a le centre qui est conforté dans sa défaite, qui était défait le soir des européennes et qui est conforté dans sa défaite avec les élections législatives. Et ce qui reste de la droite... Que vous ne mettez pas dans le même bloc que le centre. Non, ils gouvernent ensemble actuellement. Mais ils ne sont clairement pas dans le même bloc que le centre. Bruno Retailleau n'est pas l'allié d'Emmanuel Macron. C'est un allié de circonstance dans le gouvernement, mais c'est pas l'allié politique d'Emmanuel Macron. Ce qui compte, en fait, c'est quand même plutôt la porosité des électorats. Et là, je cite souvent une enquête d'opinion qui a eu lieu juste avant le premier tour des dernières élections législatives. 47% des Français voulaient voter contre le NFP, 44% contre Emmanuel Macron, 41% contre Marine Le Pen. Et donc on voit aujourd'hui qu'on a cette tripolarisation, c'est-à-dire que la porosité au sein du centre, au sein de ce qu'on appelle le socle commun, entre les électorats, est relativement forte, là où il est faible ailleurs, en cas de second tour, entre un candidat macroniste et un candidat de gauche, un candidat socialiste, j'entends bien, il y a moins d'un électeur sur deux
qui a voté pour le socialiste contre le Rassemblement national. Donc on voit là-dessus qu'on a vraiment 3 blocs relativement étanches, y compris dans les seconds tours. Si le Front républicain a marché, c'est parce qu'il y a eu un bon report de gauche, des voix de gauche sur le centre. L'inverse, les reports de voix du centre sur la gauche, a été lui relativement médiocre. Il y a en revanche peut-être en effet un 4e bloc qui est l'abstention. On a 30% qui a été faible, qui a quand même été relativement faible pendant les législatives. Mais il ne faut pas penser que l'abstention, elle se répartit de manière uniforme. Il y a 2 partis qui ont des réserves dans l'abstention aujourd'hui. Le RN dans le périurbain et dans le rural, la France insoumise dans l'urbain, dans les banlieues. Et donc dans ce cadre-là, on voit qu'on a un gâteau relativement restreint, et que ce gâteau, il ne peut vraiment être étendu, élargi que sur les pôles. Un mot peut-être, Jean-Philippe de Rosier, votre regard votre regard de constitutionnaliste sur le rôle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est une de ses prérogatives, la dissolution. Est-ce que aujourd'hui, c'est un président qui, comme le disent certains, a abîmé la fonction, ce faisant? Emmanuel Macron abîme la fonction présidentielle depuis 2017. Emmanuel Macron fait énormément de mal aux institutions. À partir du moment où il se croit absolument tout puissant au prétexte qu'il a remporté l'élection, alors que c'est dans ses prérogatives, pardon, oui, bien sûr, de dissoudre. Bien sûr, c'est dans ses prérogatives aussi d'utiliser l'article 16, c'est dans ses prérogatives d'utiliser toutes les dispositions de la Constitution. Mais encore faut-il le faire avec discernement. Ce qu'il a fait avec la réforme des retraites et la mobilisation de tous les leviers, alors c'est pas lui qui les a mobilisés, c'est son gouvernement, mais c'était évidemment lui le pilote, a fait, là encore, énormément de mal aux institutions. Et on en essuie encore les plâtres aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron fait énormément de mal aux institutions. La dissolution, comme je l'ai dit, elle me paraissait inévitable, mais elle est la conséquence de tout un processus accumulé depuis 2017, conforté en 2022, de ces erreurs, je pense, institutionnelles, en usant ses prérogatives. Il n'a rien fait d'anticonstitutionnel, mais il a cumulé des pratiques, une façon de gouverner qui n'est pas celle voulue par, en tout cas, les instigateurs de la Ve République. Benjamin Morel, il abîme la fonction. Et est-ce qu'il ressort, lui, plus globalement, Emmanuel Macron, affaibli de cette histoire, là, il est évidemment affaibli, et ça rejoint un petit peu, je dirais, le fait qu'il abîme ou pas la fonction, mais... un président sous la Ve République, ça a des pouvoirs d'exception. L'article 16, ça a été dit, la dissolution, etc. Mais sur la gestion commune des choses, en fait, le président de la République, à quoi qu'on en pense, peu de pouvoir. Le seul contact entre un président de la République et une loi, c'est quand il la promulgue. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a un Emmanuel Macron qui est le révélateur de quelque chose. Quand vous êtes élu, et que vous dites, moi, président de la République, je ferai une réforme des retraites, et que derrière, vous n'avez pas de majorité pour la faire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un choix qui est un choix binaire, et c'est pas Emmanuel Macron ou un autre. C'est très compliqué, parce que si vous arrivez en disant, je ne ferai aucune réforme législative, parce que c'est pas dans mon rôle, je me contenterai d'être parcimonieux en matière de dissolution et d'article 16, vous n'êtes pas élu. Donc vous êtes élu sur un programme législatif, si vous n'avez pas de majorité derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut faire entrer les ronds dans les carrés. Il faut en effet, je suis d'accord, sur la réforme des retraites, utiliser tous les artifices de procédure pour arriver à appliquer ce que vous avez dit lors d'une élection présidentielle, mais que vous n'avez pas les moyens d'appliquer. Donc là-dessus, Emmanuel Macron... Toute la question, c'est procédural, mais est-ce que c'est bon pour la démocratie? Est-ce que c'est bon pour les institutions? On avait des reportages ce matin avec des Français qui disent, voilà, on a l'impression que tout se fait un peu en dehors de nous, quoi. Oui, mais si vous voulez, certes, c'est pas bon pour la démocratie, mais c'est pas la personnalité d'Emmanuel Macron. Imaginez Valérie Pécresse élue sans majorité. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Valérie Pécresse ou quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle aurait dit, écoutez, voilà, j'ai été élu sur un programme, mais j'ai pas les moyens de l'appliquer. Oui, je vais me contenter de présider pendant 5 ans. Non, mais la réponse est non. La réponse est non. Pendant 5 ans. Il s'agit d'entrer dans un dialogue. La réponse est non. Et donc, dans ce cadre-là, c'est certes les visions du président de la République qui sont interrogées, mais ce sont nos visions à nous également. Quand on vote pour un président de la République, et qu'on vote pour un président de la République en se disant il va être tout puissant, il va pouvoir faire une réforme des retraites, une loi sur la cueillette des fraises ou une loi immigration, mais il faut bien comprendre que la légitimité qu'on donne n'est pas forcément le rôle institutionnel assumé, et que dès le moment où on rentre dans une période où les majorités ne seront plus tout à fait évidentes, c'est notre conception générale des institutions qu'il faut modifier. Alors, en face, il y a un Parlement. Vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir, parce que je trouve que c'est une vision un petit peu naïve du fonctionnement de la vie politique. Benjamin Morel est un partisan de la proportionnelle. Et la proportionnelle est un instrument qui doit favoriser les coalitions. À partir du moment où, effectivement, on est une personne qui est élue sur un programme et qu'on doit faire face à une coalition, il faut être en mesure de négocier. Or là, précisément, Emmanuel Macron n'a pas négocié. Il a imposé une réforme comme s'il était majoritaire.
Emmanuel Macron, en 2022, a été démocratiquement élu, mais politiquement battu. C'est-à-dire que sa majorité n'a pas été reconduite. Elle a été largement affaiblie. Il aurait dû, selon vous, en tirer les conséquences. Il aurait dû absolument en fait, tirer les conséquences. Tout à fait. Mais même dès 2017, dans quelles circonstances a-t-il été élu? Il avait une très large majorité, Jean-Philippe de Rosier. Oui, mais il a été élu président de la République face à l'extrême droite. C'était gagné d'avance. Il a été élu parce que il y a eu l'affaire François Fillon et parce que François Hollande a renoncé. Et cela a conduit à un contexte où il n'était pas en mesure de politiquement affirmer une autorité comme s'il avait été plébiscité. Tirer les conséquences, ça voulait dire pour vous prendre un Premier ministre qui soit... Oui, mais on peut pas tirer les conséquences, ça voulait dire gauche, être non, pas forcément, mais faire preuve d'ouverture et d'écoute. Mais pardon, je me permets simplement un petit point, messieurs, quand même, et notamment Jean-Philippe de Rosier, quand on parle de coalition, de travailler avec d'autres partis, on pense par exemple au cas allemand. En France, on a eu l'impression que c'était strictement impossible. Oui, mais justement... Ça l'est, je pense. Non, ça l'est pas. Si Morel. vous voulez, le problème en la matière, il est à la fois, et c'est évoqué, lié au mode de scrutin, mais lié également à la distorsion électorale. J'entends qu'en effet, Emmanuel Macron n'ait pas fait la grande union en 2017, mais en 2017, il avait une majorité absolue. Si vous tendez la main à votre opposition, vous avez tout d'un coup un système où il n'y a plus d'opposition. Ça ne marche pas. Vos oppositions doivent continuer à exister, elles doivent continuer à s'opposer. La base qui est liée Emmanuel Macron en 2017, elle n'est pas plus large que celle qui porte François Hollande au pouvoir, quelques années auparavant, ou Nicolas Sarkozy en termes d'inscrits, en termes de votants. Or, à l'époque, Nicolas Sarkozy n'a pas dit « je vais gouverner avec le PS ». Le mode de scrutin et l'organisation de la vie politique est faite comme tel. C'est pas de la naïveté, c'est une réalité électorale et politique. Sinon, il n'y a plus de notion d'opposition. Ensuite, sur la notion de coalition, là, le problème, on en revient à la question du mode de scrutin, c'est qu'avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, vous ne pouvez pas construire des coalitions post-électorales. Prenez les socialistes, là. Les socialistes, dont on va peut-être reparler tout à l'heure, très compliqué pour eux de tendre la main au centre. Tout bêtement parce que si vous avez été un député socialiste élu dans une circonscription sur une configuration NFP, donc alliance avec les insoumis, etc., et que la prochaine fois vous avez un candidat insoumis face à vous, eh bien vous êtes potentiellement mort. Et donc vos alliances préélectorales restent figées, et ces alliances préélectorales qui restent figées, elles empêchent de construire des coalitions et donc de maintenir la stabilité. Peut-être un dernier mot avant d'aller au fil info, Jean-Philippe de Rosier, sur le sujet, la proportionnelle qui permettrait fatalement, un moment ou l'autre, de construire des alliances. Est-ce que ça ne paraît pas couler de source ? Non. Non, bon. Vous me posez la question, c'est sans doute parce que vous savez que je suis très hostile à ce mode de scrutin, que je considère comme antidémocratique, précisément parce que, comme Benjamin Morel vient de le rappeler, c'est un mode de scrutin qui vient et pousse à construire des coalitions après l'élection. Oui. Or, avec le scrutin majoritaire, les coalitions sont présentées aux électeurs qui les valident, les approuvent ou les désapprouvent. Et là, actuellement, nous avons les effets de la proportionnelle, c'est-à-dire un éclatement du paysage politique sans la proportionnelle, avec au moins cet avantage que les électeurs ont pu se prononcer sur les différentes coalitions, notamment le Nouveau Front Populaire, aussi la coalition centrale entre Horizon, Modem et Macronie. Et cela me semble bien plus démocratique. Vous restez avec nous, Jean-Philippe de Rosier et Benjamin Morel. On continue d'explorer la façon de sortir de cette crise politique juste après votre fil info à 8h46. Étienne Cholez. Donald Trump et Elon Musk s'écharpent en public, échangent de critiques et d'accusations sur les réseaux sociaux. Le patron de Tesla et SpaceX affirme que sans lui, Donald Trump n'aurait pas pu gagner la présidentielle. Il l'accuse aussi de faire partie du dossier Epstein, homme d'affaires qui se fait suicider en prison avant son jugement pour trafic sexuel. Donald Trump estime que son ancien allié est devenu fou. À Reims, dans la Marne, il y a 4 morts après l'incendie d'un immeuble cette nuit. La préfecture affirme qu'il y a un enfant parmi les victimes. Un autre est toujours recherché, porté disparu. 2 habitants sont aussi gravement blessés. Puis Loïs Boisson remet les pieds sur terre. La sensation du tennis français battu sèchement par l'américaine Coco Gauff, 6-1, 6-2 hier en demi-finale de Roland-Garros. Côté masculin, ce sont aussi les demi-finales. Aujourd'hui, l'Italien Lorenzo Musetti contre l'Espagnol Carlos Alcaraz et un autre Italien, le numéro 1 mondial, Yannick Sinner contre le Serbe Novak Djokovic. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Benjamin Morel, politologue, Paris 2, Panthéon-Assas. Je donne vos maisons à tous les deux. Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste. Là, c'est Lille, l'université de Lille. On parlait de la proportionnelle. Je voudrais que vous puissiez réagir. Benjamin Morel, on a bien compris que vous n'êtes pas sur la même position l'un et l'autre, mais Jean-Philippe de Rosier disait on a les effets de la proportionnelle sans
sans la proportionnelle. Pourquoi en rajouter dans ce qui risque de morceler encore plus l'Assemblée? Alors ça ne va pas la morceler en réalité. Regardez actuellement le Bundestag. 6 groupes politiques. Combien de listes ont été représentées au Parlement européen après les dernières élections européennes? 6. Vous mettez un seuil de représentation de 5%. Autrement dit, tous les partis qui franchissent la barre des 5% sont représentés. Vous avez 6 groupes politiques. Il y en a combien à l'Assemblée nationale là? Il y en a 11. Deuxième élément... Parce que, pardon, Benjamin Morel, simplement précision pour nos éditeurs, nos téléspectateurs, ont un mode de scrutin, on peut aussi... Il y a plein de variations dans les modes de scrutin. Quand évidemment. on s'amuse à parler de la proportionnelle, déjà la proportionnelle, ça n'existe pas. Voilà, en soi, la proportionnelle... Il y en a entre 50 et 80 formes, selon la définition qu'on retient de la proportionnelle. Et le mode on va peut-être pas toutes les détailler. Le mode de scrutin le plus déraisonnablement majoritaire que je connaisse, il est français et il est proportionnel, c'est les élections municipales. Donc à partir de là, il faut voir avec une prime quelle majoritaire. modalité de 50%. Donc à partir de là, il faut voir de quel proportionnel on parle. Ensuite, on n'a pas les effets de la proportionnelle. C'est-à-dire si on explique quand même, le premier, celui qui est arrivé en tête, a une prime. Le premier qui arrive en tête a une prime, il y a un certain nombre de députés qui sont élus, qui lui sont donnés. Voilà. Deuxième élément, on l'évoquait tout à l'heure, avec une proportionnelle, je peux construire des coalitions post-électorales. Le problème du mode de scrutin majoritaire à 2 tours, déjà, c'est que ça ne donne pas toujours des majorités. Historiquement, ça en donne si vous avez une bipolarisation. On montre aujourd'hui qu'il n'y a plus de bipolarisation. Si jamais vous n'avez pas de majorité absolue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, vous avez 3 blocs et c'est bloqué. Dernier point pour répondre à ce qui a été dit sur le caractère non démocratique. Il n'y a absolument aucune étude. Et pourtant, il y a une littérature très très abondante sur les modes de scrutin qui montre que les Européens qui sont à la proportionnelle, et tous les pays européens sont à la proportionnelle par nous et les Anglais, jugeraient ce mode de scrutin antidémocratique. Au contraire, vous avez plus 7 points de participation dans la population générale. On a compris qu'on vous mettrait pas d'accord. Et vous avez une adhésion et au moins plus grande, nos auditeurs peuvent se faire un avis. Vous avez une adhésion plus grande de politique publique dans le cadre d'une proportionnelle. Bérangère Bonte. Alors, vous disiez 11 groupes aujourd'hui, 11 représentations dans l'Assemblée actuelle. Il faut qu'on parle de la gauche parce qu'évidemment, l'élection qui s'est produite, qui s'est déroulée hier et dont on a les résultats ce matin avec la réélection d'Olivier Faure aux commandes, a une incidence. La question c'est, on peut la poser des 2 côtés si vous voulez. Est-ce que Olivier, est-ce que la dissolution a eu une incidence sur ce qui s'est passé au PS là, ou est-ce que l'élection d'Olivier Faure, c'est peut-être comme ça qu'il faut la poser, rend une nouvelle dissolution impossible finalement, ou plus compliquée, puisque l'union de la gauche va être plus compliquée à faire, Olivier Faure ayant pris ses distances d'une certaine façon avec les Insoumis. Comment vous voyez cette élection aujourd'hui d'Olivier Faure dans ce contexte? Jean-Philippe de Rosier. Olivier Faure était historiquement, et en réalité depuis qu'il est arrivé à la tête du Parti socialiste, une forme d'allié, voire de prolongement de la France insoumise. Il est incontestable que depuis 2024, il a pris ses distances. Mais 2024 arrive après l'avant-dernier congrès. Là, actuellement, il y a un congrès de Nancy. Il y a 2 ans, il y a eu un autre congrès qui a fait que il a été pas mis en minorité, mais très largement concurrencé par ses opposants, qui étaient à l'époque Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol. Pardon, mais c'est lui qui a choisi de ne pas voter la dissolution, la motion de censure voulue par les Insoumis. C'est le parti qui a choisi de ne pas voter la motion de censure. Lui étant le chef du parti, il s'est effectivement... Dans un contexte de pré-congrès, pourrait-on dire aussi, peut-être. Tout à fait. Et c'est le parti qui lui a imposé ce choix, faisant qu'effectivement, on était dans la non-censure, que le Parti socialiste était dans la non-censure. Maintenant, avec la victoire d'Olivier Faure, qui se passe dans des circonstances visiblement plus claires qu'au précédent congrès, puisque dès la nuit du vote, on a la reconnaissance de la victoire d'Olivier Faure et de la défaite de Nicolas Mayer-Rossignol. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire, mais si je regarde ce qui s'est passé dans le passé, Olivier Faure ayant toujours été plutôt un allié de la France insoumise, on peut questionner le maintien de cette position de non-censure à l'égard du gouvernement et de maintien de cette zone, de cette position un petit peu neutre par rapport et le centre et
la France insoumise. Et Emmanuel Macron a ça en tête, dans l'hypothèse que j'évoquais de dissoudre à nouveau. Est-ce qu'il va se dire, ils vont plus être aussi unis qu'ils l'étaient, ou alors au contraire, Olivier Faure, il va s'empresser de revenir dans le giron de se reformera LFI. tout aussi vite que ça s'était formé la dernière fois. C'est en effet plus que probable, tout bêtement, pour les raisons qu'on donnait tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous êtes un député socialiste et qu'il n'y a pas de reformation de la NUP, du NFP ou quel que soit le nouvel avatar, vous ne passez pas le premier tour pour environ les 2/3 du groupe socialiste. Et donc ça veut dire demain qu'il n'y a plus de groupe socialiste. Et ça veut dire qu'en cas de dissolution, le seul groupe qui tient à peu près à gauche, c'est le groupe La France Insoumise. Et donc pour des raisons, je dirais, mathématiques, de raisons électorales, il y aura probablement une telle reformation. Et donc dans ce cadre-là, en effet, mais pour Emmanuel Macron, une dissolution, fondamentalement aujourd'hui, ne changerait pas grand-chose. Alors justement, je voulais votre avis. Est-ce que vous y croyez? Je sais que on n'est pas ni dans la croyance, ni dans le mar de café, mais est-ce que vous y croyez à une possible nouvelle dissolution? Certains l'évoquaient, on l'évoque beaucoup moins maintenant. Bon. Aujourd'hui, quand vous prenez la sociologie électorale, la gauche est encalminée dans ses fiefs. Et les circos qui sont les plus solides sont les circos LFI. Lors des dernières élections, vous avez même des insoumis qui se sont payés le luxe d'avoir des circonscriptions insoumis contre insoumis dissidents au deuxième tour. Donc vous n'aurez pas moins de l'AFI. Paris, si jamais par exemple. Vous avez une dissolution. Vous aurez probablement plus de Rassemblement national, parce que vous avez une force dynamique dans le périurbain et dans le rural. Si vous n'avez pas moins de l'AFI et plus de RN, vous aurez une assemblée qui n'est pas plus gouvernable. Donc pour Emmanuel Macron, il n'est pas réellement dans son intérêt de dissoudre. Après, peut-on bouger les choses sans dissoudre? Compliqué également, parce que le prochain budget, il faut arriver à le faire passer. Il faut arriver à le faire passer, c'est un point extrêmement important, l'avant-veille d'élections municipales, où les principaux protagonistes seront LR et le PS. Et là, en effet, pour le PS, ne pas voter une motion de censure l'avant-veille des municipales, ça va être très compliqué. Jean-Philippe de Rosier, votre avis sur la question? Dissolution, nouvelle dissolution ou pas possible? Rappelons déjà que pour l'instant, à ce jour, la dissolution n'est pas possible. Et pas encore, effectivement, il faudra encore quelques semaines. Voilà, du 8 juillet. Non, du 8 quelques juillet. semaines, pardon, oui, c'est bien ça. Parce qu'elle a été prononcée le lendemain de l'élection, de l'élection, et pas de la dissolution. La dissolution est le 9 juin 2024, l'élection est acquise le 7 juillet 2024, donc on ne peut dissoudre qu'à partir du 8 juillet à 0 heure. On ne dissoudra pas le 8 juillet à 0 heure, parce que ça voudrait dire qu'on voterait fin juillet, début août. Bon, ce serait assez périlleux. Il faut voter dans les 20 à 40 jours. Dans les 20 à 40 jours, tout à fait. On avait dissous début juin, on a voté fin juin, début juillet. Si on dissout début juillet, on vote fin juillet, début août. Donc si dissolution il y a, ce serait vraisemblablement à la rentrée et pas avant. Pour qu'il y ait dissolution, il faut soit que ce soit inévitable, comme le 9 juin 2024, en raison d'une défaite, d'une déroute électorale, soit il faut que quelqu'un y ait intérêt. À ce stade, ce n'est pas inévitable. Ça pourrait le devenir si le budget, précisément, ne peut pas être adopté, voire s'il y a motion de censure. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que certains groupes politiques conduisent à ce blocage. Et donc, il faut que certains d'entre eux y aient intérêt. L'extrême droite n'a pas intérêt à la dissolution. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter, en tout cas en l'état actuel des choses, ce qui la priverait de la tribune politique dont elle dispose aujourd'hui en étant présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Le centre, la Macronie, n'y a pas intérêt non plus, parce que ils sont encore dans une position où ils ne se sont pas reconstruits et ils risquent de revenir encore plus faibles qu'avant. Je termine. La gauche, à l'exception de la France Insoumise, la gauche n'y a pas véritablement intérêt non plus, parce que ça re-questionnerait les questions des alliances et surtout, comme l'a dit Benjamin Morel, il y a en mars 2026 des élections. Si on fait une autre élection en septembre, octobre, novembre, ça veut dire que les partis politiques doivent organiser 2 élections coup sur coup. Or, on sait que les finances des partis politiques ne sont pas forcément opulentes et cela leur poserait un certain nombre de difficultés. Donc vous n'y croyez pas l'un et l'autre? Il nous reste très peu de temps, Jean-Philippe de Rosier, pour parler du référendum. Ça va, ça vient, Emmanuel Macron en parle, François Bayrou en parle, on ne voit rien venir. Qu'est-ce qui se passe? Que doivent comprendre nos auditeurs téléspectateurs? Eh bien que le référendum, depuis 2005, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Parce que il y a beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. Et là, on le voit encore, que tout le monde en parle, personne ne le fait. Le Premier ministre a lancé ça sur la table, mais c'est pas sa prérogative. Le président de la République l'a évoqué dès ses vœux du 31 décembre, en a reparlé il y a quelques semaines. Vous ne croyez pas au fait qu'il y en aura un? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, parce qu'on voit que les termes qui sont employés pour évoquer le référendum sont extrêmement flous. C'est une façon de promettre
promettre quelque chose, mais d'extrêmement vague, et donc sans avoir un cap précis et une question claire à poser aux Français. Benjamin Morel, qu'est-ce que vous en pensez? Non, en quelques secondes là encore. Bah, c'est très peu probable, tout bêtement, parce qu'en effet, vous avez aujourd'hui des partis politiques qui sont extrêmement fragilisés, et surtout, vous avez un socle commun qui est un socle commun extrêmement friable. Donc si vous mettez un sujet à référendum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez cliver votre socle commun. On a parlé tout à l'heure de la proportionnelle. LR pourrait avoir intérêt à la proportionnelle, mais les députés LR probablement sauteraient, parce que LR aurait plus de députés dans les zones urbaines, mais moins dans les zones rurales, où aujourd'hui ils ont leurs députés. Vous faites un référendum sur la proportionnelle, ce qui est constitutionnellement possible, eh bien vous tombez. Vous avez un gouvernement qui s'effondre. De l'autre côté, il y a beaucoup de sujets qui seraient probablement des sujets à référendum dans l'esprit, mais qui ne sont pas constitutionnellement mettables en termes de sujets de référendum. Et donc, dans ce cadre-là, il est en effet pas très stratégique de mettre en place un référendum. Après, il n'était pas, et l'on a un point de désaccord, il n'était pas non plus extrêmement stratégique de dissoudre l'Assemblée il y a un an. Donc tout est possible. La rationalité politique est d'un côté ce qui est fait n'est pas tout à fait évident. Il y a par ailleurs un président qui veut se remettre au centre du jeu, qui veut apparaître à nouveau comme ayant les manettes et étant le maître des horloges. Merci. C'est peut-être pas un argument très rationnel, mais c'est un argument qui peut le convaincre. Merci Benjamin Morel, politologue, maître de conférence en droit public, Paris 2, Panthéon-Assas. Merci Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à Lille. Et merci à vous d'avoir suivi ce 8h30 France Info.